Bonjour Monsieur Max Céleste, donc responsable de l'organisation, je dirais, de combat ouvrier. Donc ça fait combien de temps déjà en premier lieu? Oh là là, alors moi, ça fait des dizaines d'années que j'ai commencé à militer. Disons que pour dater, ça remonte à 66, 66. Et l'organisation avait été fondée en 65, juste un an avant. Donc j'étais parmi les premiers militants. Donc je suis membre de la direction politique. Je ne suis pas le seul responsable, évidemment. Je suis membre de la direction politique de combat ouvrier. Voilà. Donc, comment ça a été créé, la structure? Est-ce que vous avez, bien sûr, une histoire à nous raconter? Eh bien, écoutez, nous étions un groupe d'étudiants au départ en France. D'accord. Dans les années 60, c'était des années qui étaient des années très mouvementées. Il y avait eu la guerre d'Algérie, il y avait eu la révolution cubaine, il y avait eu pas mal de choses. Il y avait eu la lutte des Noirs américains à l'époque, Martin Luther King et puis Black Panther, etc. Donc nous étions un peu pétris de tous ces mouvements-là et nous cherchions notre voie. Nous cherchions notre voie et cette voie-là, nous l'avons trouvée dans le communisme, mais pas le communisme de l'URSS, qui pour nous était déjà un communisme qui avait trahi l'idée du communisme. C'était plus du stalinisme que du communisme. Et donc, nous avons trouvé la voie du trotskisme, c'est-à-dire Trotsky ayant été le seul dirigeant de la révolution russe à avoir ensuite expliqué la dégénérescence de la révolution russe et le stalinisme, eh bien, nous avons trouvé chez lui tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir militer et croire en notre credo et croire en notre mouvement et croire dans le communisme, c'est-à-dire celui de Marx, Engels, Lénine et Trotsky. Mais nous rejetons Staline. D'accord. Ça a été compliqué pour mettre la structure en place? Ça n'a pas été compliqué parce que nous étions alors militants de l'Association générale des étudiants guadeloupéens à Paris. Et donc, nous avions beaucoup d'amis, de camarades, de parents qui étaient à l'association. Et nous avons donc fait des adeptes dans cette association. Mais il se trouve qu'à l'époque, il y avait une autre organisation qui était majoritaire à l'Association des étudiants guadeloupéens, qui était le GONG, Groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, qui a été réprimé en 67 parce qu'on lui a fait porter la responsabilité des émeutes, alors que c'était les forces de l'ordre coloniales qui avaient tiré sur les grévistes. Mais voilà, toujours est-il qu'il y avait un milieu, favorable qui nous portait. Et finalement, ça a permis la création du groupe. Nous, au départ, on s'appelait, ça va me revenir tout à l'heure, mais nous éditions un journal ronéoté avec les ronéos de l'époque. Vous voyez, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore les machines modernes. Et donc, c'était un journal qui s'appelait Lutte ouvrière, qui était un petit journal ronéoté. Et qu'on vendait dans le milieu antillais. Nous avions aussi un petit journal réservé aux travailleurs, un bulletin qui s'appelait Gros Cas. C'est nous les premiers qui avons remis à l'honneur le nom Gros Cas, d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, en 65-66, le Gros Cas, au moins le nom n'était pas connu. Et la musique était en train de renaître. Bon, alors, ce journal, on le vendait dans l'émigration. Et le bulletin, on le distribuait, et le journal, on le vendait aussi devant les endroits où travaillaient les travailleurs antillais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais. Il y avait aussi des réunionnais. Et c'était dans les hôpitaux et au PTT, ce qu'on appelle la poste maintenant. À l'époque, c'était PTT, poste, télégraphe, téléphone, où il y avait beaucoup de travailleurs antillais, notamment qui étaient venus beaucoup par le Bumidum à l'époque, l'émigration du Bumidum, Bureau d'émigration des départements d'outre-mer, qui était une sorte d'émigration organisée aussi, pour un peu vider la Guadeloupe de ses forces vives, parce que les forces vives à l'époque étaient contestataires. Le gouvernement français avait peur qu'il y ait
un parti indépendantiste qui prenne la tête d'un mouvement indépendantiste, surtout après la guerre d'Algérie et tout ça. Donc, ce qui explique cette forte émigration. Voilà. D'accord. Pour cette période-là. Le nom, d'où vient le nom Combat ouvrier? Alors, au départ, on ne s'appelait pas Combat ouvrier. Ouais. C'était lutte ouvrière et j'ai retrouvé le nom d'origine. Le nom d'origine, c'était la Ligue antillaise des travailleurs communistes. C'était notre premier nom. Bon. Et nous avons décidé de rentrer en Guadeloupe en 71. Nous avions envoyé 2 camarades en éclaireur, d'abord en 69, en 70, et en 71, toute l'organisation est rentrée en Guadeloupe et nous avons laissé dans l'émigration une petite antenne pour continuer à militer parmi les travailleurs antillais, les étudiants antillais de l'émigration. Et à ce moment-là, nous avons créé Combat ouvrier, un nouveau journal qui s'appelait Combat ouvrier et qui n'était plus renéoté, mais qui était imprimé. On envoyait à l'impression en France, d'ailleurs, et le journal arrivait ici par avion. Et d'ailleurs, souvent, il était d'ailleurs bloqué par les autorités, par la préfecture à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, 70, on est 3 ans après 67. Donc c'était une époque beaucoup plus coloniale que maintenant. Et donc, avec des interdictions, quand on vendait le journal, on se faisait interpeller par la gendarmerie. Et ils nous gardaient 2 heures, mais ils nous empêchaient de vendre. Et parfois, le journal était bloqué. On a même dû faire un procès à la préfecture pour qu'ils débloquent le journal à la douane. On était obligé de passer par la douane. Bon, voilà pourquoi nous nous sommes appelés Combat ouvrier et les premiers problèmes que nous avons eu avec l'administration coloniale. D'accord. Quelles sont les luttes qui vous ont marqué concernant donc, les problématiques de Guadeloupe? Eh bien, ce qui nous a marqué, nous arrivons en 71, en février 71. Ouais. Moi, j'étais là depuis juillet 70. Mais en février 71, vous avez une immense grève générale des travailleurs agricoles, donc paysans pauvres et ouvriers agricoles, dirigée par l'UTA, l'Union des travailleurs agricoles, et l'UPG, l'Union des paysans pauvres de la Guadeloupe. C'était les ancêtres de l'UGTG, qu'on connaît maintenant. Mais à l'époque, c'était l'UTA et l'UPG. Et il y avait beaucoup de militants dans ces 2 syndicats-là. Et la grève a été vraiment générale parmi les travailleurs agricoles. Je me rappelle, je travaillais à Moule. Je prenais le transport en commun. À l'époque, je n'avais pas de voiture. Donc, des Abîmes à Moule, tout le long de la route, il y avait des gendarmes armés avec des jeeps et des armes en batterie là, qui tournaient. Des Abîmes jusqu'au Moule, dans tous les champs de canne, parce qu'il y avait des champs de canne partout. Peut-être qu'on est banane à l'époque. Il y avait des champs de canne partout. Et donc, voilà. Et ce qui montrait la crainte de l'administration coloniale et aussi la puissance de cette grève-là. Donc, ensuite, en même temps, vous avez la grève, en même temps, quelques jours après, la grève des ouvriers du bâtiment qui se déclenche. Et aussi, il y avait des meetings monstres à Grand Camp. À l'époque, Grand Camp, c'était un chantier. Le chantier où on faisait les immeubles de Grand Camp. Et tous les jours, presque, il y avait des meetings tenus par l'UTA et l'UPG à Grand Camp. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois des militants comme Théonisien Nomertin, l'oncle de Jean-Marie Nomertin, qui est avec nous maintenant, qui était très impressionnant. C'était un ouvrier agricole, mais d'une grande valeur, que j'ai vu. J'ai vu Mounien, j'ai vu des militants qui dirigeaient ce mouvement à l'époque. Il y avait Pérutin qui est mort, qui est défunt, que j'avais connu étudiant à Paris. Mais bon, voilà. C'est cette grève-là qui nous a beaucoup impressionnés. À l'époque, à l'Institut Visiose, où je m'étais inscrit pour continuer mes études, il y avait grève aussi. Il y avait des mouvements d'étudiants qui soutenaient les travailleurs agricoles et les paysans pauvres. Enfin bref, c'était une période d'agitation et qui nous impressionnait beaucoup. Voilà. Et on avait toujours peur, comme 67, le massacre, c'était 3 ans avant, on avait toujours peur que les forces armées coloniales tirent sur les grévistes, tirent sur les manifestants, sur la place de la Victoire, partout. Il y avait des mitrailleuses en batterie. Vous voyez, ça ne s'est pas produit. Bon. Mais ça aurait pu.
D'accord. Aujourd'hui, par rapport à cette époque-là, comment vous voyez donc le contexte de la vie aujourd'hui, quand je dis la vie militantisme? Alors là, actuellement, je pense qu'on traverse une période de recul du militantisme. Vous savez, dans les années dont je parle, là, des années 60, 70, 71, 74 en Martinique, vous avez aussi une grève qui est réprimée dans le sang près de Vauclin, hein, bon, où il y a deux morts, notamment Ilmani et Marie-Louise, et des blessés. Donc nous sommes en pleine période coloniale. Et donc ça suscite un engouement militant dans la jeunesse. Et là, actuellement, nous sommes dans une période de recul. On ne connaît plus cet engouement pour le militantisme, cette vocation militante chez les jeunes. Bon, il y a un recul. Il y a un recul des luttes aussi. Il n'y a plus les grandes grèves des années 60 et 70. Les grandes grèves en Martinique et en Guadeloupe, parce que nous avons une section en Martinique aussi. Hein. D'accord. Voilà. Voilà un peu comment on qualifie cette période actuelle, une période de recul. Recul, ça ne veut pas dire que tout est perdu. Ça veut dire que c'est une courbe. La lutte sociale, c'est une courbe. Ça monte et ça descend. Et nous sommes dans une période de descente, je crois. Ouais. Et il faut tenir le coup jusqu'à la nouvelle période de remontée. D'accord. Je dirais que c'est un peu compliqué quand même, non? Pas du tout? C'est pas facile. C'est pas facile? C'est pas facile parce que vous avez beaucoup d'abandon. Vous avez beaucoup d'anciens militants qui ont abandonné. Vous avez beaucoup de jeunes aussi qui n'ont plus la vocation militante, qui se laissent un petit peu griser par les offres de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie, des intellectuels qui ne jouent plus leur rôle d'intellectuels critiques de la société et qui sont vautrés dans le système. Et voilà, un petit peu, quelques raisons qui font que c'est difficile, oui. D'accord. Même si que ces personnes ont abandonné, pour quelles raisons qu'ils ont abandonné? Le découragement. Le découragement. Vous savez, le découragement. Il y a un moment, c'est la vie, je dirais que c'est la vie aussi. Ouais. Vous voyez, chez tout homme et toute femme, il y a un moment, il y a la jeunesse, il y a l'âge mûr et il y a la marche vers la vieillesse, le troisième âge, qui cause beaucoup de découragement général. Hein. Je ne parle pas de la politique. Vous avez beaucoup d'hommes qui vous disent, quand j'étais jeune, je faisais ça. Mais maintenant, non, c'est plus possible. C'est parce qu'ils sont atteints par l'âge et ils ont été atteints moralement. D'accord. Oui. Alors, nous, nos plus vieux militants, comme moi, qui approchent des 80, avec d'autres camarades que vous allez voir, aussi, ici, il y a Lita Dahomey qui est tout près, qui a plus de 80 ans, 82 ans, elle faisait partie des jeunes à l'époque en 67, qui ont manifesté sur la place de la Victoire pour contester, des jeunes de Bainbridge. Hein. Vous pouvez aller la voir plus tard. Bon, c'est un monument, Lita. Hein. C'est une page d'histoire de la Guadeloupe. Hein. Elle et sa sœur jumelle est décédée il y a quelques années, c'est dommage. Mais cette génération tient le coup. Nous tenons le coup parce que nous, je dis, c'est la part de cette génération qui tient le coup, parce que nous avons un programme. Nous avons un programme, nous n'avons jamais cru, par exemple, que la révolution chinoise ou la révolution algérienne allait créer le bonheur de la population. Non. On disait non, pour qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait une révolution mondiale, il faut qu'il y ait quelque chose de plus grave, de plus large. Voilà. Et donc, si vous voulez, vu maintenant la tournure qu'ont pris ces États-là, algériens, ou ces États chinois, qui sont devenus des États capitalistes. La Chine est un État capitaliste. Bon, alors qu'à l'époque, les étudiants du Gong, de la JEG, etc., nous faisaient admirer le maoïsme, la révolution chinoise, etc., comme la plus grande révolution du monde. Mais actuellement, tout le monde constate, même si la Chine se dit communiste, mais en réalité, c'est un pays capitaliste. C'est un pays capitaliste. Donc, nous n'avons pas été déçus, puisque déjà, nous faisions cette analyse-là avant. Vous voyez? Donc, nous croyons dans l'homme, nous croyons dans l'humanité, nous croyons dans la force des idées, nous croyons aussi que
Les hommes n'acceptent jamais indéfiniment l'oppression. Il y a toujours un moment où ils se révoltent. Il y a toujours un moment. Et c'est pour ça que nous tenons le coup. Parce que nous disons, je vous ai dit, il y a un recul maintenant, mais ça va revenir. La période de remontée sociale va revenir parce qu'il y a un moment où les gens réagissent. Vous voyez, actuellement, il y a de gros problèmes de cherté de la vie, l'essence augmente, il y a la guerre en Iran, on est peut-être au bord de la 3e guerre mondiale. Forcément, il y a des gens qui vont réagir. D'accord. OK. Vis-à-vis de ça, aujourd'hui, vis-à-vis de la situation de la Guadeloupe, rien ne va. Quelle est la solution que vous pouvez apporter à la Guadeloupe, aussi également par rapport à votre structure? Les solutions pour nous, les solutions, elles viennent toujours des luttes sociales, des luttes ouvrières, des luttes grandioses. Bon, voilà, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Tout a un prix. Si on veut vraiment que les choses changent dans le sens du bonheur de la majorité de la population, il faut payer le prix. C'est-à-dire qu'il faut savoir se battre. Quand on se bat, on peut gagner, on peut perdre, hein, mais ceux qui ne se battent pas sont sûrs de perdre. D'accord. OK. Aujourd'hui, vis-à-vis les problématiques qu'il y a concernant les élites, hein, je dirais, quand je dis les élites, vous savez déjà, concernant l'actualité, vous avez déjà entendu l'actualité, éventuellement, la plupart des élus se trouvent un peu, on va dire, pour ne pas dire le mot exact, j'espère que vous avez compris, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Non, je pense que la classe politique actuelle, elle est assez minable. Oui. Hein, je vais pas nommer nommer personne, mais je la trouve minable parce que regardez, comment se fait-il que des gens qui sont instruits, qui ont pour certains de la valeur, même de la valeur politique, aient peur d'une assemblée unique, aient peur qu'il y ait une assemblée unique en Guadeloupe? C'est incroyable ça, alors qu'elle existe déjà en Martinique et en Guyane. Ça ne veut pas dire que l'Assemblée unique, c'est la panacée pour tous les maux. Mais ils ont peur de leur ombre. Regardez le problème de l'eau. Bon. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune voix d'autorité et populaire au niveau des dirigeants politiques qui ait pu s'élever de manière à pouvoir régler ce problème-là définitivement? On en a assez. Tout le temps, tous les jours, c'est « Ah oui, on a voté 2 ou 3 millions pour réfectionner telle chose, tel réseau. » Mais ce qui est terrible, c'est que le problème de l'eau, au lieu de s'améliorer, il s'aggrave. Il s'aggrave. On met des millions, il s'aggrave. Je vais vous citer un seul exemple. Les travailleurs nous ont dit, à force de faire les tours d'eau, les vannes qu'on ferme et qui s'ouvrent, qu'on ferme et qu'on ouvre tout le temps, elles finissent par s'user. On met un surpresseur là, l'eau, les tuyaux pètent à 50 mètres. Parce que de l'autre côté, les tuyaux ne sont pas réfectionnés. Donc ça ne sert à rien. Et il y a des fuites d'eau tout le temps. Donc c'est un problème insoluble si on ne met pas 2 milliards tout de suite en se disant qu'en 6 mois, on peut régler le problème en embauchant, s'il le faut, des centaines de jeunes pour refaire entièrement le réseau et entièrement aussi les usines qui trient l'eau usée. Hein. Bon, les usines d'eau usée, il y en a sur 17, je crois qu'il y en a presque 15 qui sont complètement fichues, qui sont des ruines, si bien que les plages sont polluées et de plus en plus. Donc, ça a un impact sur le tourisme, ça a un impact sur l'économie. Voilà, bon, tout à l'avenant. Donc, il faut prendre ce problème-là à bras le corps et de manière définie. Évidemment, ce n'est pas les assemblées locales qui pourront mettre 2 milliards. Mais l'État doit mettre 2 milliards. Ils mettent bien 2 milliards pour envoyer un porte-avions là, en Iran, qui fiche rien d'ailleurs, ce porte-avions-là, pour essayer de jouer les durs auprès des Américains, montrer qu'ils sont là, etc. Bon, mais c'est des centaines de milliers d'euros par jour qui sont dépensés. Cet argent-là, on devrait le mettre sur l'eau, en priorité en Guadeloupe. D'accord.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, durant les élections de 2026, si je ne me trompe pas, vous avez pas mal de personnes qui se sont présentées à ces élections aussi également. Aujourd'hui, c'est une façon de faire la politique autrement et surtout d'incarner les jeunes vers la politique en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire nous sommes présentés aux élections parce que c'est notre principe. Notre principe, c'est essayer d'utiliser le plus souvent possible la tribune des forces dirigeantes de la bourgeoisie pour faire entendre nos voix. On peut parler à la radio, on peut parler... Bon, les résultats, pour nous, c'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est de faire connaître notre point de vue le plus largement possible. Donc, on s'est présenté aux élections. Il y a eu beaucoup de candidats et il y a des maires qui en ont remplacé d'autres. Mais la plupart, ce sont en réalité c'est du personnel politique des classes dominantes. Le personnel politique de la bourgeoisie et qui utilise leur fonction pour faire admettre à la population le statu quo. Rien ne changera parce qu'on est là, etc., pour apaiser les colères, etc. Et créer des illusions dans la tête de la population. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau maire, c'est de nouvelles illusions. On vous dit, ah oui, non, mais t'as là qui changé au paquet bitin. Mais c'est pas vrai. Et 10 ans après, on s'aperçoit que c'est la même chose, il faut le changer. Voilà. Donc, le personnel politique de la bourgeoisie utilise les élections pour perpétuer la domination d'une classe dirigeante, qui est la classe bourgeoise, en Guadeloupe et en France, en Martinique, partout. C'est elle qui dirige sur les classes populaires, sur les travailleurs. Bon, voilà. D'accord. Vous avez combien d'adhérents au sein Alors, bon, ça dépend comment on compte. Bon, grosso modo, nous représentons grosso modo 1500 voix aux élections. Bon, 3000 voix à peu près au maximum de ce qu'on a fait en 2009, parce qu'il y a eu le mouvement social et nos mairtins étaient notre porte-parole aux élections. Bon, donc il a eu pas mal de voix et c'était un dirigeant de la grève de 2009. Donc si on compte comme ça, c'est compté très large, c'est pas 1500 ni 3000 militants, c'est un volet de gens qui nous soutiennent. Si on compte les gens qui viennent à la fête, bon, c'est environ 300 personnes, c'est déjà plus proche, mais ce ne sont pas tous des militants. Donc disons que nous sommes plusieurs dizaines de militants réels. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, à ce dimanche, je dirais, 10 mai 2026, vous avez une manifestation qui consiste à quoi? Alors, c'est la fête annuelle de combat ouvrier. Ouais. Pour nous, c'est un moyen de pouvoir rassembler l'ensemble de nos camarades, de nos sympathisants, tous ceux qui votent pour nos élections, ceux qui viennent, qui luttent avec nous au quotidien. Nous avons des bulletins dans les entreprises qui sont fabriqués par des travailleurs des entreprises, etc. Tout cela, eh ben, c'est une occasion qu'on se retrouve tous autour d'un repas, autour d'une bonne ambiance, voilà. Et dans un cadre dans lequel on sait qu'à peu près tous ceux qui sont là partagent peu ou prou l'ensemble des idées, qui pensent que la société actuelle n'est pas bonne, qu'il faut la changer et qu'il faut renverser le pouvoir de la bourgeoisie actuelle. Bon, voilà pourquoi c'est une tradition du mouvement ouvrier, la fête. Vous savez, il y a la fête de l'humanité, ça date aussi depuis très longtemps. Depuis le 19e siècle, quand le mouvement ouvrier moderne s'est constitué, il y a eu comme ça des rassemblements, des fêtes pour se regrouper dans une autre ambiance que le quotidien.
D'accord. Ben, je vous dis déjà merci et puis passez une excellente journée. Merci beaucoup. J'espère aussi que vous allez rester avec nous. Et puis, on va prendre un pot tout à l'heure et puis et déjeuner avec nous. Ben, Merci de toute beaucoup. façon, c'est une façon de dire aussi également que je suis là. Merci beaucoup. Allez. Bonjour Madame Daromelita, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Donc, il paraît-il que vous êtes la doyenne de combat ouvrier. Oui, c'est ce qu'on dit. Bon, ça fait des années que je milite, mais il y a beaucoup de copains comme moi qui militent depuis longtemps. Hein. Ouais. Il n'y a pas que moi. Hein. Pour quelle raison vous êtes dans cette structure? Ben, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était une organisation qui défendait les luttes des travailleurs. Et comme moi, j'étais dans des combats sur Sainte-Rose avec les ouvriers agricoles, automatiquement, je me suis dit que c'était l'organisation qu'il me fallait. D'accord. Vous êtes dedans depuis combien de temps? Ah, ça doit dater au moins de 40 ans. Hein. Ah, Au moins. D'accord. J'ai 53 ans, ouais, ça doit dater de 40 ans. Plus de 50 ans, il a dit. Lui. D'accord. Vous avez fait des luttes avec la structure. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans les années 70. Il y avait des luttes dans la canne. Les ouvriers agricoles réclamaient des salaires. Et puis, il y avait des képis rouges dans les chaînes cannes. Et j'ai soutenu les travailleurs à cette époque-là. D'accord. Et j'ai eu aussi à militer dans des occupations de terre à Sainte-Rose. Avec les occupants de terre. D'accord. Les terres. Oui. Et quoi encore que vous pouvez nous dire de plus? Ben, dans cette période-là, j'ai quand même été victime d'un attentat. Ah bon? Oui, j'ai été victime d'un attentat. Bon, c'était un gars qui faisait du trafic dans la région. Il vendait les terres des occupants. Et je n'étais pas d'accord avec ça, puisque les occupants, ils occupaient illégalement. Moi, c'était un trafic. Je l'ai dénoncé. Il a payé un gars pour me tuer. Ah bon? Oui. Et vous avez pu découvrir ça comment alors? Ben, le gars, là, il y a eu quand même la justice qui s'en est mêlée. Ah. Et celui qui avait le tueur a avoué que c'était lui. Que c'était ce gars-là et il a été condamné. D'accord. À part de cet événement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite avec d'autres événements qui s'est produit en 2009? Vous étiez là? J'étais dans la manifestation de 2009. Oui. J'étais au LKP aussi, j'ai participé aux réunions. Oui. Et j'étais là, je défendais les 200 € que les travailleurs réclamaient. Donc j'ai quand même participé à des luttes après cet attentat. D'accord. Ça a été. Ça a été. Concernant l'affaire Binot, aujourd'hui, que pensez-vous de cette action? Ben, on n'a jamais pu élucider cette affaire. Hein? Oui. Donc la justice est au point mort là-dessus. Mais chaque année, nous commémorons l'affaire Binot avec la CGTG. D'accord. Nous commémorons. Donc il n'est pas oublié, Binot. On essaie de ne pas l'oublier. D'accord. Mais on n'a jamais pu élucider comment il est mort. OK. Éventuellement, il y a aussi cet accord de 200 € aussi également. Est-ce que ça a porté ses fruits? Il y a quand même des travailleurs qui ont perçu les 200 €. Et jusqu'à présent, il y a des travailleurs qui perçoivent les 200 €. Il y a des patrons qui n'ont pas voulu le donner. Mais les travailleurs se sont battus et ils ont obtenu leurs 200 €. Et pour quelle raison les patrons ne voulaient pas qu'ils fassent ce geste? Vous savez, les patrons, ce qui les intéresse, c'est leur fric. Donc, ils ne voulaient pas sortir du fric pour les travailleurs. Donc, ça, il fallait s'attendre à ça. Hein. D'accord. Donc, vous pensez que ça a été compliqué en quelque sorte aussi également? Ça a été compliqué, mais les travailleurs se sont battus et ils ont obtenu satisfaction. Hein, dans beaucoup d'entreprises, jusqu'à aujourd'hui, les travailleurs touchent les 200 €. D'accord. Eh bien, on vous dit déjà merci et puis passez une excellente journée. C'est moi vous remercier. Et vous vous appelez comment? Moi, je suis Julien Bassi. Voilà, tout simplement. Allez, belle journée. OK. J'espère que vous allez rester à la fête. Oui. Vous dites toute soirée. Voilà. Ouais. Bonjour, qui sommes-nous? Bien, bonjour. Tout le monde, bonjour à travailleurs. Bonjour à vous aussi, camarades. D'accord. À penser qu'il y a bien? Oui, ça caille très très bien parce qu'aujourd'hui là, c'est fait à combat ouvrier. Nous sommes des communistes révolutionnaires. Et chaque année, à la même période là, pratiquement, donc a fait
en fait, communiste révolutionnaire, qui pas les mêmes faits que tout le monde connaît, mais c'est en fait militant. D'accord. À ce jour, nous pouvons dire comme ça que qui j'ont fait rentrer dans le groupe Malazan? C'est-à-dire que il y a une société qui a débuté qu'a fait en société là actuellement, qui a fait des petits mouns à connaître société là comme ça, moun qui a misère, et on a toujours posé la question pourquoi moun qui a misère. Jusqu'au jour où on a rencontré des militants communistes révolutionnaires et qui fait qu'on comprend un peu le fonctionnement de la société, comment ça a passé, qui ça a fonctionné. On est obligé de suivre parce que nous voici qu'à venir. Alors on a dit que voilà, si l'on a regardé l'enlever comment la société a fonctionné, on a toujours posé la question pourquoi les gens ont misère comme ça et pourquoi il y a des gens qui étaient très riches. Alors bien sûr, famille a parlé de bon Dieu, de Jésus. Moi, j'étais très croyant dans ça. J'étais en football, j'étais joué au football, j'étais ancien footballeur aussi. Et du coup, on vient de commencer à travailler. Et là, on a commencé à travailler. On a fait remplacement à droite à gauche dans des commerces si la pointe. Et puis même machin, parce qu'on levait dans le quartier à Capesteur Bello où des gens qui militaient aussi, ils étaient nationalistes et n'étaient ça qui étaient des communistes aussi. Et du coup, c'est tout naturellement là on a commencé à travailler en venant militant CGTG et combat ouvrier. D'accord. Et on continue à militer parce qu'on comprend le fonctionnement de la société, on comprend que c'est l'exploitation qui a régné et qu'il faut gommer pour faire ça. Comme il y a dans le site, il a porté monnaie pour placer ces monnaies. C'est un événement crucial et mondial aussi également, nous pouvons dire ça comme ça. Donc, on peut dire aussi également, dans tous ces aspects que ça dit nous là, aujourd'hui, nous avons constaté que la Guadeloupe va mal quand même. Hein? Oui, mais c'est normal que la Guadeloupe aille mal. Ça dit qu'il n'y a pas mal. Il y a mal pour les travailleurs, les exploités, mais il n'y a pas mal pour les riches, les capitalistes. Parce que yo à l'aise ailleurs, très bien. C'est pour ça que nous avons dit les travailleurs, ni moyen de changer ce système là, ni moyen que nous arrêtions la misère, mais pour ça il faut renverser le système. C'est vrai que nous avons dit que nous sommes utopiques, mais la réalité est là. Le regard des prix à essence là, mais prix à essence là c'est pour les travailleurs. Alors bien sûr, il y a raconté nous quand on sur les grands médias qui parlé que la France ni problème bien endetté. La France pas endetté. C'est les malheureux qui ont crasé. Mais les riches, de plus en plus riches, et le regard des milliards qu'ils ont fait, je suis désolé, pas ni pour la France endettée. Contre Total Énergie. Voilà. C'est M. qui a fait énormément de profit, et si doit les malheureux. Alors, bien sûr, il a raconté nous l'autre team Brassec et tout, il a fait investissement et tout, mais nous, ce n'est pas problème. Nous, ça nous voulait, c'est qu'ils ont arrêté l'exploitation capitaliste et profiter si les travailleurs et enrichir aussi d'eau à monde. Parce que là, on a regardé la misère des gens, on a regardé les jeunes, la précarité. C'est plutôt ça qu'ils ont proposé. Et pourtant, ils ont dit ouais, l'école, ils ont dit ouais, tout partout pour essayer de ranger les affaires. Et le résultat, c'est qu'il y a un chômage qui a grandi de plus en plus, que ce soit pour les jeunes, mais que pour les seniors aussi, et les gens qui n'ont jamais 50 ans. Là, ils sont licenciés. Qui côté où travaillent à 50 ans. Mon patron paye vélo. D'accord? Alors c'est pour ça que nous avons dit, les travailleurs, les idées communistes révolutionnaires, c'est important. C'est important pour comprendre le système-là, pour comprendre la société. Alors, nous avons dit que c'est utopique, que ça est passé en Russie. Mais nous pouvons dire que ça est passé en Russie. Et la Première Guerre mondiale, c'est la Russie. La Seconde Guerre mondiale, c'est la Russie. Non, c'est des capitalistes entre eux. D'accord? À part la Russie, à part la révolution ouvrière qui fait. Et mis la Troisième Guerre mondiale qui en est en nous, eh ben, ce n'est pas les communistes. Et ce n'est pas les communistes qui ont fait plus de crimes sur la planète. Voilà. Ok. Merci. Merci et puis belle journée. Tchébé fort, frère. Salut, M. Boris. Oui. Et qui j'en nous? Nous là, nous bien. Donc, quand on fait la journée là, ou nous atelier ou quoi fait? Donc voilà, journée là, nous assis la fête annuelle de combat ouvrier. Ouais. Et moi, j'ai animé un stand de tir pour amuser ces moutons. Et puis pour faire la rentrée aussi, tu peux. Ouais. D'accord. Voilà. Ça va passer comment, atelier les gens?
Ça simple, on y un carton de cible. Pour des vrais cartons là? Bien sûr. Mes cartons là. On y un carton de cible, ces cibles là. Okay. On sortit mettre petit l'argent en tirer. On y 3 plombs. On va faire le mieux de ça, on peut faire. Ouais. Elle va animer un petit jet. Si on arrive à faire mieux qu'il m'a rabat en boisson. Si content, moi. On va espérer ça qui fait mon vin. Et que comme ça, on peut faire journée là qui est bien passée. Ben, super en tout cas. Et puis, force et courage. Merci. Pas de problème. Ça s'appelle comment? Qui me peut dire moi ça? Daniel, tu lui as donné une carte? C'est mon compte. Hein? Je lui ai donné une carte. C'est ça le repas. J'ai pas eu de boss. Oh Seigneur! C'est ça la vie qui a tombé. Il y a c'est Daniel qui c'est pas qu'il a piqué tombé. Attends, regardez où? Bonjour la douanienne parmi les douaniennes. Hein. Oui. Vous allez bien? Je tiens. Comment tu es? Eh ben, je tiens bon. Tu tiens bon. Donc, éventuellement, ou quoi fait partie de combat ouvrier? Qui j'en fait rentrer dans le combat ouvrier? Ben, rentrer dans le combat ouvrier, en fait, sans mentir, on était en France. On était déjà en lutte ouvrière. Quand on rencontrait en mai 68 en Larry-là. Mais en même temps, c'était une réunion qui était faite à travailler Guadeloupe, Martinique.
était faite dans Carrefour à Paris. Et il y avait 11 amis, en tout cas, assisté à ces réunions-là. Et on remarqué que c'était un monde qui était parlé vraiment bien. Et camarade là, ça c'est vraiment lui qui fait le combat ouvrier. Et bon, on y en trouve pour dire non, mais il est décédé maintenant. D'accord. Et camarade là, ça vraiment était qu'à expliquer bien. Et un jour, il y a un meeting à lutte ouvrière. Là, il rentre en meeting là, il voit moins. Mais il doit être voir qu'on peut parler même gens combat ouvrier. Alors on rentre combat ouvrier. D'accord. Parce que c'est ça le combat. Et c'était essentiel de rentrer en combat ouvrier? Hein? C'était essentiel de rentrer en combat ouvrier? C'était essentiel pour vous de rentrer en combat ouvrier? Absolument, parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui sont venus en France à cette époque et qui galéraient beaucoup. Et donc il y avait une activité dans la région parisienne et dans d'autres, à Lyon, enfin plusieurs endroits où on faisait des tracts, on faisait des réunions et on réglait certains problèmes. Parce que, je sais pas moi, il y a un livre là qu'on vend sur cette dame qui s'est suicidée, qui était dans un hôpital. D'accord. Et c'était ça. Une vie très difficile, des salaires bas, voilà. Et je vous dis quand même, on faisait des meetings de combat ouvrier dans des bars, régulièrement, il y avait 300 personnes. On ne savait pas où s'asseoir. Le combat ouvrier, c'était la seule chose qui permettait de s'organiser, de ne pas se laisser faire. Les travailleurs des hôpitaux, ils nous donnaient des informations, on faisait des tracts avec, qui distribuaient clandestinement et qui faisaient que les chefs de service et tout ça, ils n'étaient qu'à respecter mon, ils étaient qu'à respecter yo après. D'accord. Et donc l'activité de combat ouvrier, ça a commencé comme ça, dans les banlieues, dans les entreprises, la poste, les hôpitaux. Pas mal d'endroits où il y avait essentiellement des Antillais qui travaillaient. Et puis on a fait ça pendant une dizaine d'années, ceux qui étaient en France. Et puis on est rentré en Guadeloupe. Et on a continué le combat. Ok. Ton prénom c'est quoi? Rose-Hélène. Rose-Hélène. Rose-Hélène, depuis lors, ça a évolué quand même, combat ouvrier. Dans quel sens tu dis ça? Donc il y a la nouvelle génération, les gens s'adhèrent aussi facilement. Donc il y a un combat bien présentable aujourd'hui en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire que les lycéens, on a toujours cherché à leur expliquer notre position et les plus jeunes camarades continuent à le faire. Devant le lycée, ils vont tôt le matin, comme on a fait. D'accord. Ok, Maratou, merci. Oh là là, et puis passe une belle journée. Dans lequel nous avons donc cette fête. Et cette année encore, ils ont à cœur de nous accueillir comme il se doit. Donc, je déclare ouverte la fête de combat ouvrier. Et donc notre programme cette année sera conforme à ce que nous avons l'habitude de faire. Nous savons que au sein de ce monde où l'exploitation capitaliste règne en maître, nous devons donc nous unir pour pouvoir nous défendre, mais aussi nous avons à cœur d'accueillir nos camarades pour passer un bon moment ensemble. Alors, la fête de combat ouvrier, c'est une fête politique dans laquelle nous avons, donc vous voyez, nous vous accueillons au son du tambour. Tout à l'heure, il y aura des camarades qui vont donc vous accueillir au son du tambour. Mais vous avez aussi la possibilité de lire nos interventions au quotidien, tous les 15 jours, dans les entreprises, avec les panneaux de combat ouvrier que nous menons dans
plusieurs secteurs de l'économie en Guadeloupe. Donc vous allez voir les panneaux de plantation en lutte, les ouvriers agricoles. Vous allez aussi pouvoir lire notre activité chez les communaux aux abîmes, notre activité aussi au sein de Jarry, puisque nous avons des camarades qui interviennent à Jarry. Nous avons aussi des camarades qui interviennent dans les assurances au sein de l'aéroport de Guadeloupe, aux abîmes. Nous avons aussi des camarades à Gardel, dans l'usine de Gardel, à France Travail. Et vous allez aussi pouvoir lire nos positions, pourquoi nous sommes communistes révolutionnaires. Et aussi vous allez être accueillis par nos camarades au stand Combat Ouvrier, où vous pourrez lire et découvrir, enfin acheter nos publications politiques. Et naturellement, nous avons aussi la librairie, où vous pourrez vous cultiver en lisant des ouvrages, en achetant des ouvrages et en discutant avec nos camarades aussi sur les ouvrages soit politiques ou alors historiques, parce que au sein de Combat Ouvrier, nous pensons que la culture doit se développer. Nous devons apprendre à comprendre ce monde et pas pour mieux le combattre. Parce que, bon, vous verrez des ouvrages scientifiques, des ouvrages politiques, historiques sur l'esclavage, puisque en ce mois de mai, nous avons mois de mai où l'abolition de l'esclavage a pour habitude, nous avons pour habitude de commémorer l'abolition de l'esclavage et les luttes contre l'esclavage des esclaves. Donc tout ça, vous allez pouvoir le découvrir à la librairie. Et naturellement, nous vous invitons à déguster les plats de Niva, qui tous les ans aussi, je vous demande de l'applaudir aussi, Niva, qui tous les ans nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous et de nous faire des repas agréables. Alors, voilà, certains, vous allez pouvoir découvrir le repas. Alors bon, pour l'instant, ce sera les camarades qui ont le bracelet orange qui vont pouvoir déguster donc le repas. Alors, je vous rappelle quand même le menu. Hein. En entrée, crudité, fraîcheur, pickles, boudin noir et blanc, chiptaille de morue au choix. En plat de résistance, ragoût d'agneau ou buffet de viande, poisson grillé. En accompagnement, riz, giromon, pois de bois, riz, poivron, chorizo et légumes vapeur, toujours au choix. Et en dessert, glace en nous. Alors, bon, vous allez pouvoir donc déguster le repas. Pour l'instant, est-ce qu'on peut commencer? Et à la fin donc, du repas, vous allez avoir donc la glace, mais aussi les gâteaux, qui sont eux aussi à 2 €. Alors, tout de suite, nous allons passer au cas. Et puis, à 14h30, nous aurons des allocutions.